Le paysage grec est remarquable pour sa beauté, mais il l'est plus encore pour sa diversité. Très morcelé, le relief de la Grèce est l'un des plus montagneux d'Europe. Entre les massifs de l'Ossa et du Pindé, dans l'extrême ouest de la Thessalie, se dressent les météores. Suspendus dans les airs, comme le dit leur nom, ces immenses rochers offrent un spectacle unique au monde. 60 pitons de grès, dont certains frôlent les 500 mètres de hauteur, dominent la plaine. En contrebas, dans la vallée du Péné, se niche la petite ville de Kalambaka et un village pittoresque, Kastraki. Mais à l'heure de la sieste, le silence qui règne ici est à peine troublé par le bruissement des feuilles et les cloches des églises. Nous sommes à 5 heures de route d'Athènes, au nord-ouest de la capitale. La plupart des maisons de Kastraki sont en pierre et couvertes d'un toit de tuiles rouges en terre cuite. Elles ne dépassent pas une certaine hauteur afin de préserver l'aspect traditionnel du village. Depuis des siècles, cet endroit est un lieu de prière. Pourtant, il a fallu des forces naturelles prodigieuses pour sculpter un tel paysage. Car ici, il y a 60 millions d'années, se trouvait l'embouchure d'un grand fleuve qui se jetait dans la mer de Thessalie. Sous l'action des secousses telluriques, les monts Olympe et Ossa se sont rompus, la mer de Thessalie s'est retirée, des failles et des fissures se sont formées. Et ce qui étaient des masses informes se sont transformés en énormes blocs de grès. Puis le temps s'est chargé de lisser les parois de cet étrange paysage. Lorsqu'il découvre ces gigantesques colonnes de pierre au XIVe siècle, le moine Athanase explique autrement leur présence. Pour lui, le Créateur semble avoir disposé là des rochers majestueux et sauvages, comme un lieu idéal pour la vie monastique. Dès le XIe siècle, des moines orthodoxes qui souhaitaient vivre en ermite s'installent dans des cavernes naturelles à flanc de falaise. Ils transforment de simples anfractuosités dans la roche en cellules rudimentaires, suspendues entre ciel et terre pour se rapprocher de Dieu. Ces moines ermites renouaient ainsi avec l'idéal des premiers chrétiens qui vivaient seuls ou en communauté à l'écart du monde. Détachés des biens matériels, ils pouvaient se consacrer entièrement à la prière et à la méditation. Mais il fallait une foi et une détermination à toute épreuve pour braver l'altitude et la verticalité des parois. Pour accéder à leur refuge, ces moines, à la trempe d'alpinistes, escaladaient la falaise grâce à une succession d'échafaudages et d'échelles articulées. Ces frêles installations étaient fixées sur des poutres, calées dans des trous de rochers. Elles leur permettaient de gagner l'isolement tant recherché pour leur quête spirituelle. Les ermites se rendaient pour prier dans de petites chapelles, aménagées à proximité de leur grotte d'habitation. Si on ignore depuis quand exactement ces rochers sont habités, des traces d'occupation qui remontent à l'Antiquité attestent qu'ils ont à plusieurs reprises servi de refuge aux bergers et aux villageois. Dès le IIIe siècle avant Jésus-Christ, ils utilisent ces cachettes naturelles pour échapper aux invasions celtes. Du IVe au IXe siècle, les conquérants se succèdent. Les Goths, les Slaves, puis les Bulgares traversent la région. Et la population locale trouvera son salut dans ces anfractuosités de pierre. Au XIVe et XVe siècle, c'est encore dans ces parois abruptes qu'elle échappera aux invasions ottomanes. Parmi les religieux déjà établis ici au début du XIVe siècle, 2 moines auront une influence déterminante sur ces lieux de prière. Chassés du mont Athos par les attaques des pirates turcs, Athanase et Grégoire trouvent en ces austères parois un lieu propice à leur retraite. Leur présence attire de nombreux fidèles qui deviennent moines à leur tour,
Mais cette période, marquée par l'insécurité et les pillages, les incite à chercher refuge de plus en plus haut. Une vie aussi austère est difficile, même pour des ascètes. Quelques années plus tard, Athanase rassemble les moines qui l'avaient rejoint en une communauté cénobitique qui l'organise selon les rituels orthodoxes du mont Athos. Du XIVe au XVIe siècle, 24 églises et monastères sont construits sur les parois et les sommets de ces immenses formations rocheuses. En ce temps-là, ils ne sont accessibles qu'à l'aide d'échelles et de nacelles. Ces rochers que le voyageur suit du regard s'élancent vers le ciel comme s'ils étaient soulevés par une force souterraine. Le paysage unique des météores évoque la création du monde, la puissance déployée par ces blocs de pierre pour s'extraire des entrailles de la Terre. Comme si des doigts de géants les poussaient de l'intérieur afin qu'ils se dressent dans la plaine. Cet élan des abîmes vers les cieux rapproche de l'univers et élève l'âme. Ce n'est pas un hasard si tant d'hommes et de femmes ont choisi de venir ici pour consacrer leur vie à la quête du divin. Sur ces rochers qui semblent être nés de forces mystérieuses, ils ont trouvé un lieu propice à la méditation. Lors d'une période de retraite qu'il s'accorde pour prier dans la solitude, le moine Athanase s'installe sur une large pierre qui domine les autres. Inspiré par la sensation qu'il y trouve, il lui donne le nom de Météora, suspendu au ciel. Les météores sont à l'image de ces lieux sacrés où la quête spirituelle des hommes fusionne avec un environnement naturel hors du commun. Durant des siècles, l'un des hauts lieux du monachisme orthodoxe s'est développé dans ce lieu unique. Les monastères occupaient bon nombre de ces éminences rocheuses. Aujourd'hui, 6 ont résisté au temps et sont toujours en activité. S'ils ont très peu changé depuis des siècles, le moyen d'y accéder, lui, a évolué, même s'il faut avoir la foi pour oser l'emprunter. Mais pour les moines et les moniales qui vivent à nouveau ici, les dangers du monde extérieur semblent pires encore. Ayat Riyada, le monastère de la Sainte Trinité, est perché tout en haut d'une colonne de pierre. En 1925, un escalier abrupt de 140 marches a été taillé dans la pierre pour les visiteurs. Fondé par le moine Domessios dans la deuxième moitié du XVe siècle, c'est le plus ancien monastère des météores et probablement le plus spectaculaire. Très richement doté en manuscrits et pierres précieuses, il a été pillé par les nazis pendant la Deuxième Guerre mondiale. Une partie de ces précieux documents a été transférée dans le couvent Saint-Étienne, seul monastère féminin des météores. Le monastère de Roussanou, appelé aussi Sainte Barbara, couvre quant à lui toute la partie supérieure du pilier de Grèce sur lequel il a été érigé. Ici, l'espace est si réduit que le mode de vie des moines s'apparente à celui des stylites, qui vivaient au sommet d'une colonne sans jamais pouvoir s'allonger. Le monastère de Varlam porte le nom de l'ascète qui s'installa pour la première fois sur cet immense rocher et y construisit une petite chapelle en 1350. Au début du XVIe siècle, 2 frères, Théophanès et Nectarios, gravissent à leur tour l'impressionnant piton rocheux. Ils construisent une nouvelle église et fondent le monastère. Aujourd'hui, une passerelle et un escalier de 195 marches permettent d'y accéder. De nombreux moines sont venus rejoindre les 2 frères fondateurs. Grâce à sa valeur spirituelle et aux dons des fidèles, le monastère a continué à se développer pour devenir le 2e plus grand des météores.
Ce site unique a été restauré dès 1780. Il est le fruit de la passion des moines pour Dieu. Travail acharné, quête spirituelle et amour de la beauté se sont conjugués pour offrir au monde un ensemble architectural et artistique d'une beauté incomparable. Les monastères des météores sont d'ailleurs classés au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1988. Celui de Varlam abrite une importante collection de reliques et de trésors ecclésiastiques. Dans la tour, on peut voir un treuil et une nacelle du début du XVIe siècle, qui servaient à transporter les moines et leurs provisions. 3 siècles plus tard, quand on a demandé à un abbé si la corde était souvent remplacée, il a répondu « seulement lorsqu'elles se rompt ». Aujourd'hui, la nacelle dans laquelle les valeureux pèlerins étaient hissés à 370 mètres de hauteur a été remplacée par un monte-charge utilisé pour l'entretien des lieux. Le Catholicon de Varlam, construit du vivant des frères Théophanès et Nectarios, est achevé en 1542. Dédié à tous les saints, l'édifice est assez large pour comporter 2 dômes identiques. C'est une église à croix inscrite, forme architecturale très répandue dans l'Empire byzantin. Théophanès et Nectarios sont enterrés dans le narthex, un portique situé à l'extrémité ouest de la nef. La tradition chrétienne d'Orient se transmet à travers les textes et la liturgie, mais aussi à travers l'art des icônes. Ces peintures religieuses, hautes en couleurs et dorées à leur fin, offrent aux fidèles une représentation du monde spirituel. Elles sont une manifestation de la sainte tradition. Les artistes ne sont pas libres d'y exprimer leur sens esthétique. Leur rôle est d'illustrer l'esprit de l'Église orthodoxe selon des canons très précis. Les météores constituent le plus grand ensemble monastique de tradition orthodoxe en Grèce, après celui du mont Athos. Façonné par la nature et par l'homme, ce lieu magique nous fait prendre conscience du passage du temps et des forces qui sont à l'œuvre sous la terre et dans le ciel. Devant ce paysage grandiose, la contemplation s'impose. Et avec elle, les mots de Jacques Lacarrière dans L'été grec, il émane de ce paysage une douceur tranquille, ce grand calme qui suit les cataclysmes apaisés.